Sur les bords du fleuve Douro, à quelques encablures de l'Atlantique, Porto, cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, on rentre vraiment dans le cœur historique. Là, on est dans le centre de la partie emmuraillée. Des murailles, des églises, une cathédrale, des places majestueuses, des couleurs. Du classique au baroque, comme beaucoup de villes de la péninsule ibérique, Porto est comme un musée à ciel ouvert. J'adore ce café qui est belle époque, un cinéma qui est magnifique. Mario de Abreu, c'est celui qui a fait l'architecture de ce garage de 39 avec franchement des références art déco. Et si ces quartiers intriguent les amateurs du premier art, c'est aussi pour ces bâtiments construits au XXe siècle, comme ce cinéma, à 2 pas d'une église néogothique parmi les plus belles de la ville. Et là, on est dans une structure qui est plutôt moderne. Le moderne va faire penser un petit peu cette période du Corbusier. On va refaire vivre un peu des formes très, très aérodynamiques qui fait penser à l'aviation, qui fait penser au monde marin. Là-haut, il y avait des hublots, des espèces d'hublots, tu sais, des fenêtres bien rondes, ces grandes baies vitrées et tout ça, c'est des langages plutôt de cette période de 40-50. Quelque temps avant cette période, début 20e, c'est José Marques da Silva, diplômé des Beaux-Arts de Paris, qui a commencé à façonner le visage d'un nouveau Porto avec cette place de la Liberté. Un Porto très esthétique. Depuis une quinzaine d'années, la deuxième ville du Portugal est devenue une destination phare en Europe, bien aidée par la multiplication des vols low cost. 20% du PIB national serait lié au tourisme, des touristes impressionnés par l'éclectisme architectural. On a découvert une ville, je dirais une ville patchwork, bâtie sur des collines en fait, on monte, on descend et on a des points de vue un peu partout avec les monuments. Et ça, je trouve ça très, très, très joli. C'est un concentré de plein de choses, mais déroutant. Parce qu'on est habitué en France à avoir des quartiers bien délimités avec une histoire. Et ici, tout se mélange dans la même rue, on peut avoir toutes les dates, quoi. Comme cette librairie fondée en 1906 par les frères Lello, elle serait la plus belle du monde. Le débat reste ouvert, mais son extérieur est, il faut l'avouer, très esthétique. La librairie Lello est un bâtiment emblématique de Porto, construit durant la période néogothique. Sa façade nous dit beaucoup de son histoire. Les 2 déesses représentent les arts, donc l'une tient dans ses mains un buste et l'autre tient un astrolabe, ce qui représente la connaissance, la science. On a donc ces 2 figures qui représentent ce que le lieu visait d'être à l'époque, un temple dédié aux arts et aux savoirs. Un temple très photogénique à l'extérieur, comme à l'intérieur, notamment son escalier central en béton malgré les apparences, et ses formes hypnotiques, un parti pris très inspirant. Certains pensent qu'ils ont inspiré Joanne Rowling quand elle a écrit la saga Harry Potter. Elle a vécu à Porto. Bien qu'il n'y ait pas de nom féminin derrière l'histoire de la librairie Lello, les femmes l'ont inspirée. Car quand on la regarde, on voit les formes d'une femme, un utérus. J'ai bien l'impression que les femmes ont eu un rôle important au moment de la conception de cet endroit. L'endroit séduit chaque jour 3000 visiteurs, comme ces Français, de passage dans la ville. C'est l'ensemble de vraiment l'architecture, la déco, même l'arrangement des lumières et tous les livres qu'il y a, les titres, les éditions, absolument magnifiques et uniques. Et des livres, il y en a des milliers sur les étagères centenaires de cette librairie-musée. L'entrée est depuis quelques années payante, un choix justifié selon les nouveaux propriétaires par les travaux et la présence nécessaire de personnel dû à l'affluence. 10 € le billet, une somme tout de même déduite de l'achat d'un livre. À la cave, aucun n'est à vendre. Ici, un trésor, la collection privée de la librairie, des premières éditions des exemplaires signés par les auteurs. Des classiques comme Le Magicien d'Oz, Les Aventures de Pinocchio. Celui que j'allais vous montrer, c'est Le Petit Prince. Nous avons 2 exemplaires, en anglais et français. Ils ont été publiés dans les 2 langues en 1943. Et les 2 versions que l'on a sont signées par Antoine de Saint-Exupéry. Je me sens chanceux. Regardez juste là, exemplaire numéro 63.
Bien loin du style de la librairie, l'autre bâtiment emblématique de Porto, c'est la Casa da Musica, une œuvre déroutante inaugurée il y a 20 ans. Des lignes, une silhouette étonnante, pleine de symboles, et pas vraiment dans le style de ce qui se faisait dans le quartier. À l'occasion de l'élection de Porto en tant que capitale européenne de la culture, pour sa nouvelle salle de spectacle, la ville avait été séduite par un projet audacieux. Son concepteur, Rem Koolhaas, un architecte et urbaniste néerlandais reconnu pour ses structures, ses matériaux. Ici, la pureté du béton. Quand on entre, c'est un côté un peu cathédrale, hein. Cathédrale brutaliste, disons, et vous avez toute ce volume assez incroyable. Rien n'est droit en fait, tout est en lumière à l'intérieur. De l'extérieur, on a l'impression que c'est quand même assez fermé, mais c'est comme un vaisseau spatial qui, de l'intérieur, donnerait sur l'univers en fait. Un ovni atterri dans les quartiers ouest de la ville est construit autour de cette salle de concert traversante, ouverte à l'est et à l'ouest. Une originalité de plus pour une salle très stylisée. Ces espèces d'ondes de feuilles d'or, ça représente les ondes aussi de la musique, les ondes de la lumière. Et donc ça donne un aspect très dynamique en fait quand on est dans cette salle. Toute la journée, une symphonie de lumière peut influencer les musiciens et les près de 1000 spectateurs de l'auditorium, et ceux qui, comme François Bou, directeur artistique passé par les orchestres de Lille ou Barcelone, travaillent ici. Je pense que l'architecture inspire. Elle inspire le fait de devoir être non pas original à tout prix, mais être créatif. Ça, c'est certain. Ensuite, ce qui m'inspire, c'est de pouvoir programmer tous les ensembles et donner une identité artistique à cette maison. Ça ne peut pas être une programmation complètement ordinaire dans un bâtiment aussi extraordinaire. La richesse des bâtiments, l'histoire, la diversité de Porto ont façonné une scène artistique reconnue. 2 prix Pritzker, l'équivalent des Nobel d'architecture, sont nés dans cette métropole protéiforme, intemporelle. Un héritage dans cette agence de la ville. À sa tête, Arthur Miranda, portuan, et son acolyte, Jacques Beck, parisien, qui l'a rejoint ici il y a 30 ans. Leur projet, des palaces, des villas, de l'architecture d'extérieur et d'intérieur. Ça, c'est en Arabie Saoudite. Donc là, on a travaillé effectivement des techniques locales, du pisé, avec la pierre locale. Leurs clients forment un marché de niche très haut de gamme, séduit par l'inventivité, le style et l'éclectisme des 2 hommes. Donc là, on commence à être avec des mesures correctes, avec les épaisseurs des murs qui sont bien. Donc ici, il y a l'entrée. On va faire un grand atrium avec deux niveaux ici. Voilà. Arthur vient de la mode. Instinctif et exigeant, il est souvent à l'origine des idées, des concepts. Pour nous, l'espace, c'est le plus important. On crée dans des mêmes espaces des doubles niveaux où on puisse avoir des perspectives différentes. Jacques, qui a fait ses armes dans l'horlogerie, est précis, technologique. Le couple est complémentaire. Leur alchimie suit une démarche très personnelle. Il me donne son idée, moi je la machicote, hein, et je dis non, c'est nul. Ça commence comme ça. Et puis je dis non, moi je vois plus comme ça. Et après, on s'échange les points de vue, les idées. Et à la fin, après, effectivement, quand on met en échec chaque point de vue de l'un et de l'autre, on arrive à quelque chose de très solide, en fin de compte. Leur but, surprendre et satisfaire leurs clients et leurs employés, studieux, un brin dérouté, mais toujours passionnés. Sur des projets à parfois plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est l'occasion pour eux de travailler avec les meilleurs professionnels du monde. C'est un peu rythmé, c'est difficile parfois de l'accompagner, mais c'est très inspirant. On est toujours en train de contacter avec les meilleures marques, les meilleurs artisans, par exemple. Ça, c'est très intéressant de savoir le métier. Par exemple, d'artisans que je ne connaîtrais pas s'ils étaient dans un type d'architecture plus standard. La trentaine de collaborateurs s'appuient sur l'informatique pour construire les projets grâce à des logiciels précis, techniques, mais à l'origine, l'inspiration est naturelle, essentielle. Nous, on a toujours besoin de l'intelligence de la main d'abord, parce que la main a une liberté que l'ordinateur n'a pas.
et qu'une courbe faite à la main, elle sera toujours plus belle quand en architecture, je veux créer des volumes qui vont faire une intersection les uns avec les autres. Faut que j'ai ma colonne qui est ici, en trois temps, trois mouvements, tu sais comment ça va se passer. Une efficacité façonnée aussi par les expériences d'Arthur Miranda, expatrié à Paris ou Stockholm, avant un retour ici en 1992. Pour lui, être portuan, c'est être curieux, ouvert sur le monde, oublier les frontières et ne pas se contraindre à un style ou à une région, un héritage, une vision qu'il transmet avec pédagogie. C'est l'audace. L'audace par soi-même, parfois, c'est compliqué. Il faut être un tout perspicace et de suggérer aussi ce que le client, l'interface, est prêt à prendre. Ce n'est pas la peine de donner quelque chose de trop grand à quelqu'un qui ne va pas comprendre le message. Je ne peux pas éduquer en goût de musique classique en démarrant avec Wagner. Il faut peut-être que je commence avec Mozart. L'architecture a le même raisonnement. L'architecture, les arts, la qualité de vie, autant de raisons qui ont valu à Porto d'être élue meilleure métropole balnéaire du monde en 2024.